Dokumentar. Dokumentar. Furtivement, dans l'obscurité, il continue de chercher les trésors des pharaons, comme par le passé. La soif de l'or les pousse à descendre dans les tombeaux les plus profonds. Pourtant, il est rare qu'il trouve la dépouille d'un roi et ses joyaux intacts. Ils troublèrent le sommeil des morts. Ceux-ci se vengèrent-ils de cet acte impie? Bon nombre des pillards moururent inexplicablement. Un mythe naquit. La vallée des rois, à Luxor. C'est ici que reposent les pharaons. On sait que les chambres funéraires creusées dans la pierre continrent jadis les merveilleux objets nécessaires à la vie dans l'au-delà, merveilles qui, de tout temps, attirèrent les pilleurs de tombes. Gourna, un village construit sur les tombeaux de nobles et de hauts fonctionnaires. Tous ont été vidés, pillés sans le moindre respect. Pendant des générations, des familles ont vécu du pillage de ces tombes. Le village fut bâti sur le royaume des morts pour qu'on continue les fouilles en toute tranquillité. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que les pillards eurent de sérieux concurrents, les archéologues. Aidés par une énorme main-d'œuvre, ils retournèrent en tous sens la terre égyptienne. Ils trouvèrent de nombreuses tombes, presque toutes vides, mises à sac depuis des siècles, voire des millénaires. Les déceptions se succédèrent. Et en 1922, ce fut la découverte. Durant des années, l'Anglais Howard Carter avait cherché la tombe du pharaon Toutankhamon en vain. Le jour où il prit au sérieux les indications fournies par les Rasoul, vieille famille de pilleurs de tombes, ses recherches prirent un nouvel essor. Il était devenu impossible de procéder à des fouilles secrètes car le gouvernement surveillait le site de près. On se heurtait donc au contrôle de l'État d'un côté et au savoir des initiés de l'autre. Voici la tombe de Toutankhamon. C'est mon père qui la montra à Howard Carter. L'orgueil de la famille Rasoul. Le 4 novembre 1922, la première marche à l'entrée du caveau de Toutankhamon fut mise à jour. La grande aventure archéologique commençait. C'est un document d'époque tourné le jour de l'ouverture de la tombe. On avait invité des scientifiques, des hommes politiques et des personnalités marquantes du monde entier. Howard Carter, à droite, et son bailleur de fonds, Lord Carnarvon, devant la plus grande réussite de leur vie. C'est l'euphorie générale. Seul l'égyptologue Weigel est pris de scrupules au moment d'ouvrir la tombe. Il prédit: si Lord Carnarvon continue ainsi, je ne lui donne pas plus de 6 semaines à vivre. Peur du sacrilège? Ce jour-là, nul ne s'inquiète des propos de Weigel.
Tous sont fascinés par le tombeau de Toutankhamon. Il y a plus de 3000 ans, des prêtres descendirent par cet escalier d'innombrables trésors dans les pièces creusées dans le roc. Cela surpassa tout ce qu'on avait pu voir jusque-là. Dès l'antichambre, c'est une débauche de bijoux, de meubles, d'objets en or et en bois précieux, de vivres et d'huiles rares. On avait doté princièrement le jeune pharaon pour sa vie dans l'autre monde. Presque quotidiennement, gros titres et photos sensationnelles dans la presse du monde entier. Puis soudain, d'étranges dépêches tombent. 19 mars 1923, Lord Carnarvon est malade. 20 mars 1923, perspective d'amélioration. 21 mars 1923, nette amélioration. 22 mars 1923, la fièvre continue de baisser, état satisfaisant. 26 mars 1923, la guérison se poursuit. 27 mars 1923, espoir de guérison rapide. 30 mars 1923, pneumonie double. Le 5 avril 1923, Lord Carnarvon meurt au Caire à l'âge de 57 ans, 6 semaines exactement après la prédiction de Weigel. La tombe de Lord Carnarvon, près de sa propriété anglaise de Highclere Castle. Des bruits coururent à propos de sa mort soudaine. Pour la première fois, on évoqua la malédiction du pharaon. Lord Carnarvon est-il mort d'avoir troublé le repos du roi défunt? Aujourd'hui encore, son fils vit à Highclere Castle. En 1981, au cours d'une interview, il raconte qu'à la suite d'un accident de voiture, son père souffrit des poumons et passa donc les mois d'hiver en Égypte. Mais à cette époque, on ne craignait pas pour sa vie. Les circonstances de sa mort furent d'autant plus incompréhensibles. Il fut piqué par un moustique. En se rasant avec un vieux coupe-chou démodé, il en tailla la minuscule blessure. Pendant le repas, il me dit se sentir très mal. Le lendemain, sa température était redevenue normale et il se sentait bien. Il retourna aux fouilles, mais là, ses malaises empirèrent. Ma sœur décida donc de le ramener au Caire. Nous fîmes venir les meilleurs médecins. Mais à ce moment-là, la pénicilline était inconnue. Sinon, il serait probablement encore en vie aujourd'hui. Que se passa-t-il? À son arrivée au Caire, les médecins diagnostiquèrent un empoisonnement du sang, une septicémie. C'est cela. Ma sœur s'occupa de lui. Je vins également à son chevet. Pendant des jours, il délira. La nuit de sa mort, toutes les lumières de l'hôtel s'éteignirent. J'ignorais qu'elles s'étaient éteintes dans toute la ville. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Toutes les lumières s'éteignirent. Pourquoi? On n'a à ce jour pas trouvé d'explication. Il y avait 4 systèmes d'éclairage différents, n'est-ce pas? C'est exact. Et tous cessèrent de fonctionner au même moment. Lord Carnarvon, y eut-il d'autres événements incompréhensibles? Oui. Lesquels? Je peux vous raconter un incident étrange. Lorsque je voyageais en Mésopotamie, je laissais Suzy en Angleterre, un adorable petit fox terrier. Le matin où mon père mourut, le chien s'éveilla à 4h, 4h05, compte tenu des 2 heures de décalage avec le Caire. Il se mit à baver et s'écroula mort. Comment voulez-vous expliquer ça? C'est impossible. En effet, cela semble bien mystérieux. Ici aussi, dans la maison de Howard Carter, à l'entrée de la vallée des rois, un incident curieux survint le jour où la tombe fut ouverte. Le fils de son ancien serviteur se souvient. Quand Carter eut ouvert la tombe, un serpent se glissa dans la maison et dévora son canari.
On oublia rapidement ces événements étranges, y compris la mort de Lord Carnarvon. Le monde avait les yeux braqués sur les trésors que l'on extrayait peu à peu de la tombe de Toutankhamon. Journaux et magazines faisaient assaut de reportages. Les photos en noir et blanc de l'époque étaient colorées afin de mieux rendre l'exceptionnelle beauté des objets. Le monde était pris par la fièvre de Toutankhamon. Un an plus tard, en 1924, on dénombrait 5 nouveaux décès parmi ceux qui étaient descendus dans la tombe. Le conservateur Arthur Mace, ici à droite, c'est lui qui enleva la dernière pierre du mur de la chambre scellée, signant par là son arrêt de mort, comme on le crut plus tard. Le chef d'entreprise américain George Gould, il descendit dans la tombe et mourut le soir même, de même que l'anglais Lafleur, professeur de littérature. 2 jours après sa visite, le conservateur du Louvre, Georges Benedict, décédait, ainsi que le secrétaire de Carter, Richard Bethel, âgé de 46 ans. Lorsque Lord Westbury, père de ce dernier, apprit la nouvelle, il se jeta par la fenêtre. De plus, sur le chemin du cimetière, le corbillard qui le transportait écrasa un enfant. Vérité et hystérie commencèrent à se confondre. Les journaux tenaient leurs gros titres. Le roi défunt se vengeait-il vraiment? Au pied de cette statue de gardien placée dans la tombe de Toutankhamon, on aurait trouvé une plaque d'argile portant ces mots. La mort frappera de ses ailes celui qui troublera le repos du pharaon. Personne n'a jamais vu cette plaque d'argile. La malédiction du pharaon, légende ou réalité? À 3000 km au nord du Nil, 50 ans après les mystérieux décès d'Égypte, la malédiction du pharaon renaît au cœur d'un pays et d'une civilisation bien différents. À Cracovie, ancienne capitale de Pologne, dans le château de Wawel, on couronnait et on enterrait les rois polonais. Le roi Jagiellon Casimir fut enseveli ici il y a 5 siècles. Son sarcophage était l'œuvre du sculpteur Weitstoss. L'entrée de la crypte se trouve sous la pierre tombale de la reine Élisabeth, première Habsbourg à avoir épousé un souverain slave. En 1973, sans en avertir le public, 14 savants scientifiques polonais descendirent dans le caveau pour examiner les restes du couple royal. Dans la tombe, ils ne trouvèrent que la couronne, le sceptre et le glaive en très mauvais état de conservation. Comme on peut le constater, les chercheurs travaillèrent sans gants ni masque de protection. À la fin des recherches, le cardinal de Cracovie, l'actuel pape Jean-Paul II, fit de nouveau inhumer les époux royaux. Un an plus tard, 4 des membres de l'équipe de recherche étaient morts. Le journaliste cracovien Zbigniew Siench apprit les faits et commença une enquête. Effectivement, un an plus tard, une rumeur circula dans toute la ville de Cracovie. On comptait alors 4 morts mystérieuses et soudaines parmi les scientifiques. On parlait de défaillance cardiaque ou de commotion cérébrale. L'histoire m'intéressa prodigieusement. Je décidai donc de remonter jusqu'à l'origine de cette rumeur. Quelque temps plus tard,
Le nombre des victimes augmenta parmi ceux présents lors de l'ouverture de la tombe et pendant les examens. Les causes de la mort furent identiques. Mais comme aucune des victimes ne vivait à Cracovie ou au château de Wawel, au début personne n'établit de lien entre les recherches et cette série de décès. 12 des 14 savants moururent. Après la malédiction du pharaon, la malédiction de Casimir. Le professeur Edward Rouchicki et moi sommes les uniques survivants de cette équipe de chercheurs. Pendant les examens dans le caveau, je souffris de maux de tête, de vertige, d'accès de fièvre et d'insomnie. Les maux de tête et la fièvre cessèrent au bout de 3 semaines, mais les vertiges ont continué pendant quelques années. Le professeur Rouchicki n'a eu aucun malaise, car il a passé très peu de temps dans la tombe et n'a pas participé aux examens en laboratoire. Ces recherches se poursuivirent pendant des années. Pour quelles raisons 12 savants polonais trouvèrent-ils la mort? La réponse fit les gros titres de la presse internationale. C'est Zbigniew Sienz qui fournit la majorité des informations. Il passa tout son temps auprès du microbiologiste Bolesław Smuk et obtint donc des renseignements de première main. La malédiction du pharaon s'achève-t-elle ici à Cracovie, au fond d'une éprouvette? A więc, panie redaktorze, chcę panu przedstawić te kultury, mikroorganizmy. Vous voyez ici des micro-organismes cultivés à partir de bactéries et de champignons trouvés dans la tombe de Casimir. L'un de ces micro-organismes est l'Aspergillus flavus. De couleur dorée, nous l'avons trouvé sur le fémur du roi Jagellon. Nous pensons qu'il est la cause principale de la mort de mes collègues. Je vais vous montrer la préparation sous le microscope. Voici à quoi ressemble une culture d'Aspergillus flavus. À présent, je vais vous montrer une autre préparation. Voici des bacilles qui proviennent de bactéries d'Aspergillus prélevées dans la tombe. Ces bactéries ont 500 ans. Nous avons réussi à les ranimer grâce à un choc thermique. J'insiste bien. L'Aspergillus flavus, trouvé dans la tombe du roi Jagellon, est le plus virulent des champignons cultivés. Nos recherches prouvent clairement qu'il est responsable de la mort des chercheurs du château de Wawel. Retournons en Égypte, dans les tombes millénaires. Les conclusions aux recherches polonaises valent-elles ici aussi? L'Aspergillus flavus, ce champignon mortel, existait-il alors? La réponse est oui. On le découvrit en tout cas sur la momie de Ramsès II, le grand pharaon qui régna vers 1200 avant Jésus-Christ. Vers la fin du siècle dernier, on découvrit son cadavre embaumé caché près de la vallée des rois. Il y a 10 ans, les égyptologues constatèrent d'importantes dégradations de la momie. On la transporta à Paris. Là, pendant 7 mois, les scientifiques mirent tout en œuvre pour la sauver. On savait en effet, quand la momie est arrivée à Paris, qu'elle était infestée de champignons en divers endroits. Le sarcophage dans lequel elle se trouvait comportait en effet, au milieu de débris, des colonies de champignons. Le textile qui l'enrobait, ce textile de lin, était en effet un vêtement qui comportait aussi en diverses zones des champignons. Enfin, sur et dans le corps de la momie, on découvrit aussi des champignons. Parmi les champignons les plus virulents, il faut citer ceux du groupe Aspergillus, et dans ce groupe, 2 espèces bien représentées comme Aspergillus niger, Aspergillus flavus.
À la différence de la Pologne, il n'y eut pas de victimes en France, mais c'est certainement un hasard. Les savants portaient des gants et des masques pour protéger la momie de leurs germes. Ils se protégèrent donc de l'aspergillus sans le savoir, car les résultats des recherches en Pologne n'avaient pas encore été publiés. Les champignons vénéneux faisaient-ils partie des risques du métier des pilleurs de tombes? Le village égyptien de Abu el-Nega. En 895, sous cette maison, ses habitants trouvèrent dans une tombe déjà vide un autre puits. Ils supposèrent qu'il menait à une seconde tombe, encore intacte celle-ci. On sait que dans cette région, on enterra des rois du début de la 18e dynastie. Les villageois espéraient donc faire la trouvaille de leur vie. 3 ou 4 hommes descendirent dans le puits. Aucun ne remonta de la tombe. Tous ceux qui descendirent disparurent. Les femmes du village pleurèrent leurs fils et leurs maris. Des gens de Luxor descendirent également pour faire des recherches. Aucun ne revint. Puis les représentants du gouvernement vinrent fermer le puits pour que plus personne n'y descende. Tous ceux qui y sont allés sont morts. En 10 ans, bien des courageux tentèrent de savoir. Vers 1950, le nombre des disparus se montait à 50. Un conte de fées oriental? Nous avons enquêté. Un inspecteur égyptien nous accompagne dans l'ancienne tombe, transformée depuis en poulailler. Il veut nous montrer l'entrée du puits. On ne peut dégager que le bord supérieur. En effet, tous ceux qui ont péri dans le puits et y sont ensevelis étaient musulmans. D'après les coutumes islamiques, on n'a pas le droit de bouger les morts de place. On ne saura donc jamais si des champignons furent ici aussi la cause des décès. Là encore, c'est la famille Rasoul qui conduisit l'archéologue Howard Carter à la tombe. Le professeur Ali Hassan le sait grâce à des notes de la main de Carter. Carter écrit qu'il est arrivé pas mal de choses et que certaines histoires bizarres sont liées à cette tombe. C'est pour cette raison que Carter opta pour la tombe de Toutankhamon. À ce moment-là, il ne savait rien des morts mystérieuses qui allaient suivre. Des pneumologues français ont fait des recherches sur ces cas mortels. Voici des années que nous nous occupons de maladies pulmonaires d'origine allergique. Nous avons remarqué des similitudes avec les symptômes que présentaient les égyptologues qui prirent part à l'exhumation de Toutankhamon. On peut donc se demander s'il y avait des moisissures dans sa tombe. Dans les notes prises à l'époque, nous avons trouvé de nombreux indices positifs. Il y avait des champignons sur tous les objets d'origine organique, ainsi que sur les murs. Il ne fait aucun doute que les chercheurs ont dû travailler dans cette atmosphère saturée de poussière, même s'ils ne se servaient pas en plus d'un soufflet, comme Arthur Mace. C'est l'inhalation de la moisissure qui provoque des allergies pulmonaires. On s'est demandé si, après des milliers d'années, ces champignons avaient encore une action pathologique. La réponse est oui. Il est même probable qu'après des millénaires, leur potentiel allergique est décuplé. Dès que l'on travaille dans une tombe, on trouve des champignons en nettoyant les murs, en déblayant les tombes ou en passant les débris au crible. Tous ceux qui souffrent de faiblesse des poumons et du système respiratoire s'exposent à un danger mortel. Les causes des décès confirment sans aucun doute ce diagnostic.
Lord Carnarvon, qui finança les travaux d'exhumation, souffrait des poumons depuis son accident de voiture. Sur l'une de ses dernières photos, on le voit à gauche, regarder dans la tombe par une ouverture creusée dans le mur de briques faite avec la boue du Nil. Ce faisant, il a forcément dû inhaler une grande quantité de poussière. 6 semaines plus tard, il était terrassé par une pleurésie. Le conservateur français Georges Bénédite mourut d'une congestion pulmonaire. Les congestions causèrent d'autres décès, comme celui du chef d'entreprise George Gould, du professeur Lafleur et du radiologue Reed, qui passa le sarcophage à la radioscopie. Ces 4 hommes moururent quelques heures après être sortis de la tombe de Toutankhamon. Arthur Mace, l'assistant de Carter, souffrait déjà des poumons avant les travaux d'exhumation. Il dut cesser toute activité, et même après plusieurs cures, son état ne s'améliora pas. Il mourut 2 ans après l'ouverture de la tombe. Tout comme le professeur Smuck à Cracovie, Howard Carter souffrit jusqu'à sa mort de maux de tête, de troubles de la circulation et de vertiges. Voici une étoffe copte. Chrétiens d'Égypte du IIIe au VIe siècle, les Coptes enveloppaient leurs morts dans des linceuls comme celui-ci. Les gens qui touchèrent ces étoffes présentèrent les mêmes symptômes que les archéologues. Toux, démangeaison de la gorge, inflammation du pharynx, crise d'urticaire et maux de tête. Ces symptômes sont connus sous le nom de maladie copte. Les origines de cette maladie sont encore mal connues. Cependant, lors d'examen de plusieurs échantillons d'étoffes, on a isolé des champignons du groupe Aspergillus, le fusarium et le mucor. L'aspergillus, la moisissure et ses variantes. Dans les dépressions de la Vistule comme sur les bords du Nil, il y a partout un terrain propice à la prolifération de ce type de champignons. Il résulte de la dégradation de matière organique et se répand dans tout notre environnement. Dans l'eau, dans la poussière des maisons, sur les aliments pourris, ainsi que dans la campagne. Chacun d'entre nous inhale ce type de spores. Un organisme sain se défend. Mais lorsque ces spores s'accumulent, en un concentré des plus nocifs, comme c'est le cas dans les tombes ou les silos à grains, même un organisme stable est en danger. Quant aux phtisiques, ils n'ont aucune chance de survie. Le traitement aux antibiotiques accélère encore le processus, car il détruit d'importantes bactéries du système immunitaire. Voici l'évolution d'un poumon après inhalation de spores de moisissure. Sécrétions et globules passent des vaisseaux sanguins dans les vésicules pulmonaires, où ils forment un dépôt avec les protéines. L'oxygène ne passe plus dans les poumons, c'est l'asphyxie. Une chose est certaine, les champignons du groupe des Aspergillus sont responsables de tous les cas de maladies et de décès en rapport avec l'ouverture de tombes, quelle que soit l'époque. Les scientifiques et les médecins reconnaissent que dans une large mesure, le plus dangereux est l'Aspergillus flavus. La malédiction du pharaon, c'est la science qui en a fait une légende. La question est alors de savoir si les anciens Égyptiens connaissaient l'action de ces champignons. Était-ce pour eux un moyen de protéger les tombes de leurs pharaons? Les champignons, une arme secrète contre les violeurs de sépultures? Qui s'aviserait de conserver sans système d'alarme de l'or pour une valeur de 40 millions de Deutschmark, c'est-à-dire la valeur du sarcophage? On peut donc envisager un système de protection toxique des tombes. Grâce aux textes retrouvés sur des papyrus, nous savons que les Égyptiens connaissaient déjà bien les plantes médicinales et les poisons. Des textes médicaux et des centaines d'ordonnances se sont conservés jusqu'à nos jours. Chaque ingrédient d'un médicament était pesé au milligramme près. Les Égyptiens ont inventé le dosage exact d'un remède. Les patients avalaient ces médicaments dissous dans de la bière à cause des vertus antibiotiques de la levure qu'elle contient. On utilisait déjà l'extrait de pavot, base de la morphine et de l'opium, comme analgésique.
Les Égyptiens réussissaient également très bien dans le domaine de la chirurgie. Comparons avec des instruments modernes. Pincettes, écarteurs, cuillères et sondes, racloirs pour enlever les membranes osseuses endommagées, bandages. Les instruments chirurgicaux ont peu changé en 3000 ans. Une parfaite conservation du corps était très importante pour la vie dans l'au-delà. La science de l'embaumement était donc très avancée. Une caste spéciale de prêtres pratiquait cet art. Possédant de grandes connaissances en anatomie, ils aidaient les médecins dans l'établissement de diagnostics délicats. En effet, pour des raisons de religion, ces derniers n'étaient pas autorisés à disséquer. Ainsi, Hay, le grand prêtre de Toutankhamon, connaissait tous les secrets médicaux et pharmaceutiques de son temps. C'est lui qui décora la tombe du jeune pharaon avec une telle magnificence et lui succéda pendant une courte période. Puis l'usurpateur Horemhab, représenté à droite, prit le pouvoir. Commandant en chef de l'armée égyptienne, il fut un pharaon soldat brutal et sans scrupules. Il fut même soupçonné d'avoir assassiné ses prédécesseurs. Il fit partie des 12 hommes qui accompagnèrent Toutankhamon dans sa dernière demeure. Par conséquent, il vit les trésors dont la tombe était pleine. Pourquoi ne s'en empara-t-il pas? Même pour l'époque, une telle accumulation d'or devait être tout à fait extraordinaire. Une chose en tout cas est curieuse. Comme le prouve cette ouverture, dès l'époque d'Horemhab, des voleurs s'introduisirent dans la tombe, mais sans finir leur tâche, semble-t-il. Ils s'enfuirent en laissant un véritable chaos derrière eux. Des bijoux inestimables avaient été jetés sans discernement dans n'importe quel coffret. Les prêtres de la ville des morts refermèrent le tombeau sans remettre d'ordre dans la pièce. Pourtant, ils savaient à quel point l'ordre est important pour la vie dans l'autre monde. De plus, ils avaient le temps. Connaissaient-ils le système de sécurité mortel de la tombe? L'avaient-ils eux-mêmes mis au point? Nous ne le saurons jamais. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère des pyramides de Gizeh reste entier. Des 7 merveilles du monde antique, c'est la seule qui subsiste encore. S'agissait-il d'un tombeau, d'un observatoire? Nul ne le sait exactement. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie, qui ressemblait peut-être à cela, contenait peut-être la réponse. Elle abritait en effet tout le savoir de l'époque, copié sur plus de 500 000 rouleaux de papyrus. Tout fut perdu lors du grand incendie de 47 avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que les astronomes, les mathématiciens, les physiciens et les médecins entreprirent de nouvelles recherches. Mais aujourd'hui encore, toutes les lacunes ne sont pas comblées. Des fouilles près des pyramides. Les archéologues essayent eux aussi de trouver des réponses à l'inexpliqué. Une réponse qui se trouve peut-être dans un couloir souterrain encore inexploré. Une réponse par exemple au phénomène physique exceptionnel observé à l'intérieur des pyramides. Une image de synthèse montre l'orientation des pyramides de Gizeh. Chacune de leurs faces correspond à l'un des points cardinaux. La majorité des expériences scientifiques sont effectuées avec la pyramide de Khéops, la plus haute et la plus ancienne du site de Gizeh. Voici l'intérieur de la pyramide avec ses galeries et ses chambres. Une coupe longitudinale de la grande galerie s'ouvrant sur la chambre du roi. Les blocs formant le plafond et les parois latérales sont encastrés les uns dans les autres pour résister à la poussée. Une construction d'une parfaite maîtrise technique.
Sous Napoléon déjà, les savants français avaient tenté de mesurer cet ouvrage monumental. Ces derniers temps, ce sont surtout les Américains qui effectuent des recherches sur la pyramide. La Mankind Research Foundation, une organisation qui s'occupe de sciences paranormales, finance nos expérimentations. Nous étudions les nouveaux domaines scientifiques en vue d'améliorer les conditions de vie de l'homme. Nous avons choisi de poursuivre nos expériences à partir de la forme de la pyramide de Khéops. Notre maquette est construite à l'échelle. Avec l'expérience de la viande, nous concentrons notre étude sur la chambre du roi. Il semble en effet que des forces particulières s'y exercent. Nous voulons étayer soigneusement ces présomptions. On coupe en deux un morceau de viande. On en place une moitié à hauteur de la chambre du roi. La seconde est posée sur le sol de la pyramide. Avec une boussole, on oriente la première pyramide vers l'est. C'est la condition sine qua non de l'expérience. L'autre est orientée dans la direction opposée. Grâce à un enregistrement accéléré d'une période de 20 jours, on constate que la viande posée sur le sol de la pyramide pourrit. L'autre moitié, à hauteur de la chambre du roi, sèche, se momifie. Apparemment, des formes d'énergie encore inconnues se concentrent à ce niveau de la pyramide. La réflexion à l'intérieur de la chambre détruit les bactéries responsables de la pourriture, ainsi que celles qui provoquent une moisissure. Cela ne marche que si l'espace réfléchissant est construit avec des matériaux non conducteurs d'électricité, comme la pierre, le verre, le papier, le bois ou le plastique. Les métaux subissent eux aussi des mutations à l'intérieur de la pyramide, sans la moindre action mécanique extérieure, suivant l'expérience dirigée par le professeur Eichmeyer de l'Université technique de Munich. On coupe une lame de rasoir en deux. L'une des moitiés est mise sous scellé chez le professeur Eichmeyer. L'autre est posée à la hauteur de la chambre du roi. Elle y reste 8 jours. À l'aide d'un microscope électronique à balayage, nous examinons les deux moitiés de la lame. Pour pouvoir prendre la photo, le faisceau électrique balaye lentement les spécimens de façon à obtenir une épreuve nette d'interférence. L'examen des deux photos montre des différences sur la largeur de la tranche ainsi qu'à la surface de la lame. Sur l'une des moitiés, on voit des stries, des rainures parallèles les unes aux autres, alors que sur l'autre moitié, les stries se coupent sans disposition régulière. Une vue grossie des deux moitiés montre une nette différence de la tranche des lames. Cette tranche mesure environ 4 micromètres, c'est-à-dire 4 millionièmes de mètre. La flèche indique la coupe de la lame placée dans la pyramide. On distingue clairement l'altération subie par le métal par rapport à l'autre moitié de la lame.
Cette expérience permet de constater que l'orientation nord-sud de la lame et la réflexion d'énergie dans la pyramide créent une résonance qui transforme la structure moléculaire de cette lame. Il est vraisemblable que la combinaison du champ magnétique terrestre avec la forme particulière de la pyramide de Khéops et avec l'orientation nord-sud empêche la fuite d'énergie vers les surfaces latérales. Le graphique montre que les courants d'énergie sont réfléchis dans l'espace. C'est cette réflexion qui altère les matériaux et qui agit apparemment aussi sur l'être humain. Le chercheur et spécialiste des pyramides George Reisner en fut victime. En 1942, il s'effondre dans la pyramide de Khéops et meurt sans avoir repris connaissance. Un séjour dans la pyramide n'est donc pas sans danger. C'est sûrement pour cette raison que les services secrets soviétiques à Moscou envoyèrent un télégramme à Nikita Khrouchtchev, alors en visite en Égypte, lui interdisant de pénétrer à l'intérieur des pyramides. Khrouchtchev obéit et ne visita que les temples. Spéculation, théorie ou peur de l'inconnu? Aujourd'hui, une seule chose est certaine. Dans la chambre du roi, avec le sarcophage comme centre énergétique, il y a une concentration des forces qu'on a pu encore définir en dépit du développement de nos connaissances technologiques. Par comparaison, le savoir des anciens Égyptiens devait être incommensurable. Le soleil au-dessus du Nil. Depuis l'époque des bâtisseurs des pyramides, il s'est levé plus d'1,5 million de fois. Combien de fois se lèvera-t-il encore avant que nous percions tous les secrets de cette antique culture ?